Bonsoir, bienvenue, merci de nous retrouver pour ce journal. Nous sommes le jeudi 2 décembre 2010. Je vous donne les titres. Jean-Pierre Moore vient d'être élu président de l'agglomération de Montpellier. Le maire de Courdansec était déjà président suppléant depuis le décès de Georges Frêche. Cette fois, c'est fait. Les conseillers d'agglomération ont voté. La préfecture se mobilise pour réduire les accidents de deux roues en mêlant la prévention et la répression. Il y a trop d'accidents mortels impliquant des deux roues dans le département. Fanga, le groupe montpelliérain, convie ses fans à un concert événement samedi. Ils enregistreront un CD live, mais également un DVD de leurs prestations. Et puis sur notre plateau, notre invité Laurent Chevalier, médecin nutritionniste responsable de l'alimentation dans le réseau environnement santé, le bisphénol A, vous avez dû en entendre parler. Il présente un rapport sur les assiettes de nos enfants. Ça fait frémir. On le garde pour la fin du journal, si vous le voulez bien. On commence avec cette information arrivée hier, en toute fin de journée. Christian Bourquin, le nouveau président de la région Languedoc-Roussillon, le voit sur ces images lors de son élection, justement, est renvoyé au tribunal correctionnel de Perpignan pour favoritisme dans un marché public passé en 1999 avec une agence de communication. Christian Bourquin avait été mis en examen pour cette affaire en 2008. Une affaire qui sera donc jugée en janvier prochain. Ni l'intéressé ni la région n'ont réagi à cette information. C'est ce soir à 18h que Jean-Pierre Moore a été élu président de l'agglomération de Montpellier. On voit Hélène Mandroux voter sur ces images. Le maire de Courdansec était président suppléant depuis le décès de Georges Frêche. Il avait obtenu justement la semaine dernière le soutien d'Hélène Mandroux, le maire de Montpellier. Les autres maires des communes qui composent l'agglo lui ont également apporté leur soutien. Résultat, 86 voix pour Jean-Pierre Moore, 2 pour Hélène Mandroux qui ne s'était pas présentée, 2 votes nuls. On écoute les premiers mots du nouveau président à l'issue du scrutin. Recevoir ainsi l'onction de ses pairs et devenir par leur suffrage leur président, c'est naturellement beaucoup de joie. Mais il y a aussi ce soir une certaine tristesse. Et ma première pensée, vous le comprendrez et la partagerez, est pour Georges Frêche. Votre présence, Claudine, me touche particulièrement. Et je sais que cette émotion, nous la partageons ensemble. C'est un immense honneur de lui succéder. Une énorme responsabilité. Et le scrutin a continué avec les élections des différents vice-présidents. Je vous rappelle qu'Hélène Mandroux est candidate pour un poste de première vice-présidente. Nous vous donnerons donc plus d'informations là-dessus dans le journal de demain. L'Hérault fait malheureusement partie des départements leaders en France, mais pour le nombre de tués sur les routes, déjà 95 depuis le début de l'année, dont 30% de conducteurs de deux roues. La préfecture a décidé de réagir en multipliant les actions de prévention et de contrôle, comme par exemple ce matin devant le lycée Champollion de Latte. Olivier Roiran y était. Vous et l'autre fonctionnaire vous mettez sur le rond-point pour faire l'interception. Très bien. Vous prenez en compte les deux roues, vous les ramenez ici et la BCT effectue le contrôle. 7h30 ce matin, une douzaine de policiers se positionnent aux abords du lycée Champollion de Latte. Une opération préventive mais aussi répressive pour sensibiliser les jeunes utilisateurs de motos ou de scooters. Le contrôle va aussi concerner tous les deux roues qui passent dans le périmètre. La brigade de contrôle technique est sur place, va vérifier le bruit des deux roues avec un sonomètre, un tachymètre. Elle va vérifier les équipements, à savoir s'ils sont conformes à la législation en rigueur. Et on va également vérifier tout ce qui est les pneus lisses, c'est-à-dire la sécurité même, et faire des rappels, notamment avec l'obligation de porter le casque, ou alors tous les 4-5 ans de le remplacer, ou s'il y a eu un accident auparavant, rappeler qu'il faut aussi avoir un casque de qualité. Un bruit d'avion au décollage, là, quasiment. Donc c'est assez impressionnant, surtout en plein centre-ville. Ce monsieur apparemment nous dit faire du circuit de vitesse, mais c'est pas une moto qui est adaptée pour la circulation. C'est un modèle homologué, mais l'échappement a été modifié. Cela veut dire que le moteur a été débridé. Le deux roues peut donc atteindre des vitesses peu adaptées à son gabarit et à la formation de son conducteur. En cas d'accident, il ne sera d'ailleurs pas couvert par son assurance. Du côté des jeunes, le message passe plutôt bien, même si parfois il faut payer une amende. J'ai plus de chicane parce que j'avais voulu la changer et du coup il va falloir que j'en rachète une, ça fait 60 €, mais c'est toujours moins que l'amende.
L'amende, c'est combien? Je sais pas, je crois que c'est 90 €, je pense. Donc je préfère payer 60 € que payer 90 € tous les 4 jours. S'il y a de plus en plus de problèmes par rapport à ça ou de dégradation des scooters, ça peut être dangereux pour certains, donc je pense que c'est bien. Ouais. Ils m'ont verbalisé pour les phares et tout ça, mais bon, c'est une vieille moto, donc je pense qu'ils ont raison de le faire et c'est leur métier de toute façon. Hein. Chacun a son métier. Et moi j'y vais, je suis à la bourre. Et les contrôles sur les 2 roues ne sont pas faits au hasard. Dans notre département, encore très accidentogène cette année, ils sont particulièrement exposés. Au 2 décembre matin, on est à 95 tués sur les routes dans le département de l'Hérault. Sachant que l'an dernier, sur toute l'année 2009, on était à 101. On a un peu plus d'un tiers de tués sur la route qui sont des conducteurs de 2 roues. Et parmi ces conducteurs de 2 roues, effectivement, une proportion de jeunes conducteurs, donc soit sur scooter, soit sur moto. Sur cette opération de police à Latte ce matin, 62 roues ont été contrôlés en 2 heures. 14 conducteurs ont été verbalisés. Certains devront même modifier leur machine et la faire à nouveau vérifier. Les fêtes de fin d'année approchent et les initiatives humanitaires se multiplient, parfois dans des endroits aussi surprenants que des concessions automobiles. C'est le cas de France Auto à Montpellier qui a décidé de s'associer au Secours populaire pour collecter des jouets pour les enfants. On écoute Jean-Louis Vernier, le président de France Auto. Avant d'être un concessionnaire, on est un homme. Avant d'être un homme, on fait partie de cette grande famille qui est l'humanité. Et l'humanité, ça veut dire d'aider les autres. Donc nous avons beaucoup eu de la chance, d'autres en ont eu moins. Et les personnes qui ont eu moins de chance, eh bien, nous devons les aider. Voilà, donc il n'y a aucun consumérisme dans ce que je fais. C'est uniquement pour amener un petit peu de joie et une valeur autre que celle de l'argent à des enfants. La collecte a lieu dans les garages France Auto de Montpellier, près d'Arennes, à Castelnau, à Sète, et également en partenariat avec le Café Joseph au cœur de Montpellier et également au Jungle Jump. Nous vous l'avons présenté la semaine dernière. Guy Cohen, candidat indépendant et sans liste aux élections de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Il avait invité la presse aujourd'hui pour dénoncer son classement dans la catégorie industrie et quelques autres tracasseries. Il en a profité pour délivrer un message sur les autres candidats. On l'écoute. Je suis candidat et je reste candidat dans la catégorie industrie. Je vous rappelle qu'il y a 3 catégories, le commerce, l'industrie et le service. Dans le commerce, comme je suis exclu par des facéties administratives, je ne peux pas, mes électeurs ne peuvent pas voter pour moi. Je demande tout simplement qu'ils votent dans cette catégorie pour la chambre, la CCI autrement, excusez-moi, de Gabriel Deloncle. Un petit rappel, donc, il y a 2 listes en lice, celle de la CGPME, donc menée par Gabriel Deloncle, également en face celle du MEDEF avec Rudy Iovino, le président sortant. Vous pouvez, vous, entreprise, voter par Internet ou par correspondance jusqu'au 8 décembre. On a craint le pire pour le capitaine du MHB, Nicolas Karabatic, touché à la cuisse à l'entraînement mardi. Il a passé un IRM ce matin. On a craint une lésion ligamentaire et finalement c'est une simple inflammation. Il pourrait peut-être même faire le déplacement en Ligue des Champions lundi. Sans leur capitaine, le MHB l'a emporté hier soir à Nantes, 32-30 pour la 10e journée du championnat de handball. Les Montpelliérains profitent du report du match de Chambéry pour prendre la tête du classement. La Ligue 1 de football s'est mise à jour, elle, hier soir, avec 2 derniers matchs en retard. Celui qui nous intéressait le plus, c'était le déplacement de Rennes à Marseille. Au final, 0-0. Du coup, les Rennais passent devant Montpellier au classement. Ils sont désormais 5e. Les Payadins glissent à la 6e place. Mais tout ça est très serré. Le 4e, le PSG, 24 points. Montpellier également 24 points, qui recevra Lyon, qui est 8e, avec 1 point seulement de retard. Rugby maintenant avec les rugbyman de Montpellier que l'on voit ici à l'entraînement. Gagner à Mayol, est-ce une hypothèse raisonnable, inimaginable l'année dernière? Une victoire chez les Toulonnais semble pourtant à la portée des Montpelliérains de Fabien Galtier cette année. Olivier Brachard. Après 12 journées sur 26, Montpellier occupe la 2e place du top 14 et a connu 9 victoires pour seulement 3 défaites. Le MHR s'est également construit une confiance lui permettant de développer un jeu solide et ambitieux basé sur les passes et l'alternance.
Mais après un mois d'arrêt et les absences sur blessure de Doumerou, Bérard et surtout Trinduc, les certitudes sont forcément un peu moins grandes. Ça fait presque un mois, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui reviennent et qui étaient à l'étranger, d'autres qui, comme Fufu, qui jouait à l'équipe de France. Donc c'est un système à remettre en place, un système, surtout dans la cohésion. Nous on a beaucoup un jeu porté sur l'offensive, c'est vrai, mais où la cohésion est primordiale. Donc cette semaine, comme disait Fufu, le temps est court, mais on essaie de régler au mieux les petits détails et puis pour être le plus performant vendredi soir. Vendredi soir, justement, Toulon pourra compter sur Johnny Wilkinson. Mais le champion du monde anglais n'est qu'une star parmi tant d'autres au sein de l'armada toulonnaise. Une sorte de Dream Team international construite pour conquérir la France du rugby. Il y a grand partout, quoi. Grand joueur, grande équipe et grand public. Donc c'est un challenge. J'espère qu'on va être au moins à la hauteur, quoi. Au moins à la hauteur de ce grand public et de ces grands joueurs. J'espère qu'on va faire honneur à cette équipe-là, quoi. Et donc faire honneur à nous-mêmes, quoi. Parce que quand on se mesure avec des grands, on va au nez par rapport à des grands. Plus qu'une question d'honneur, le MHR ne veut pas s'aborder à Toulon les certitudes acquises depuis le début de la saison. Vendredi soir, donc, pour ce choc entre Toulon et Montpellier. Sport toujours, avec la signature d'une nouvelle joueuse au BLMA. Les basketteuses de l'AD sont deuxièmes de leur championnat. Elles accueillent depuis hier Inès Ajanovic, une Serbe de 30 ans qui devrait être qualifiée pour jouer contre Mondeville ce dimanche à 15h30. Fanga, le groupe d'Afrobeat montpelliérain, donnera un concert samedi soir à la salle Victoire. À cette occasion, les musiciens enregistreront la musique pour un CD live, mais également les images pour un DVD. Ils essaieront de garder la musique avec les images. Du reste, Maxence Kerebel a assisté aux répétitions. No More Talking, ce sera une des nouveautés réservées aux spectateurs de Victoire 2 samedi. Car pour ce Big Show, Fanga veut surprendre les fans et les connaisseurs du groupe Afrobeat. On le prépare bien, d'ailleurs on a eu des grosses journées de résidence dans une salle pour pouvoir préparer ce concert parce que forcément il y a une petite pression en plus parce que ça va être enregistré, ça va être filmé et on a envie que ça soit le plus carré possible, que ça soit le plus beau possible. Donc il y a eu une attention particulière pour ce concert, plus que pour aucun qu'on ait fait encore. On essaie de cultiver cette énergie-là. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça suffit pour créer quelque chose de puissant. Enfin, on espère bien. Pour créer le buzz, Fanga a fait un teaser, ce qui veut dire en bon français que pour aguicher le public, le groupe montpelliérain a réalisé ce clip diffusé sur Internet. Regardez bien ces costumes, vous devrez venir habillé comme ça pour le concert. On a envie de faire une fête avec le public, c'est-à-dire partager vraiment des choses intéressantes avec le public. C'est pour ça qu'on leur demande de venir un petit peu habillés dans l'ambiance pour être... parce qu'on n'a pas envie que les gens viennent, se posent, nous regardent. On a envie de partager ça, de faire quelque chose de puissant et de montrer aussi, parce qu'on va filmer, montrer que le public montpelliérain, c'est un public de feu. Rendez-vous samedi 20h à la salle Victoire 2 pour rentrer dans l'histoire avec Fanga. Le CD live et le DVD réalisé à cette occasion sortiront en avril prochain. Sympa les costumes. Son rapport est une bombe en une journée moyenne. Un enfant français ingurgite pas moins de 128 substances différentes, nocives, plus ou moins, certaines même cancérigènes. Laurent Chevalier est médecin nutritionniste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez présenté votre rapport aujourd'hui. Ça fait bouger. Hier à Paris, donc en fait, c'est Génération Future qui a mené l'enquête. Et en fait, ce qui est assez, je dirais, un petit peu terrorisant, c'est que finalement, ça a été fait sur des aliments relativement courants, c'est-à-dire un peu du poisson, des légumes. Ils n'ont pas cherché de choses tout à fait exceptionnelles. Et en fait, ils ne sont pas allés chercher dans l'industrie agroalimentaire, je ne sais quoi de complexe. C'est une assiette moyenne. Voilà. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que le réseau environnement santé, dont je suis le responsable en termes d'alimentation, et le WWF soutenaient cette initiative.
Et moi, je l'ai commenté avec la double casquette, je dirais, tout d'abord de responsable du réseau Environnement Santé, porte-parole du réseau Environnement Santé pour cette manifestation, et puis comme médecin. Donc ce qu'on a pu constater, si vous voulez, au travers de cette étude, c'est que les enfants absorbaient à peu près 47 substances cancérigènes possibles ou probables, et puis 37 substances qui sont dites perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui, si vous voulez, vont modifier un peu le métabolisme des hormones, et peuvent provoquer des troubles, notamment du développement. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Parce qu'une des premières réactions, vous me disiez, c'est certains experts qui disent « mais bon, c'est rien de nouveau, on sait bien qu'il y a tout ça, plus ou moins, dans nos assiettes depuis tellement d'années ». Je crois qu'on ne peut pas rester passif face à ce genre de situation, et surtout ce qu'on demande, c'est plus de science. C'est-à-dire que pour qu'un produit puisse être mis sur le marché, il faut qu'il y ait une réglementation, mais on ne sait absolument rien de ce qu'on appelle les effets cocktails. C'est-à-dire de l'association de ces différents produits-là. Et parallèlement, si vous voulez, on avait été, nous, médecins, interpellés en 2004 par une étude dans une revue très sérieuse qui s'appelle le Lancet, une étude européenne, qui avait montré une augmentation significative du nombre de cancers chez les enfants, certains types de cancers. Et ensuite, en 2007, l'INSERM avait montré aussi que, notamment, les cancers du sang étaient en augmentation chez les enfants. Donc, on est extrêmement inquiet là-dessus. Je vous rappelle que nous, au sein du réseau Environnement Santé, nous mettons l'accent sur le fait qu'on est arrivé dans une espèce de crise importante sur le plan sanitaire, puisqu'on a une augmentation très sensible du nombre de diabétiques, pour prendre cet exemple-là. C'est-à-dire que c'est lié à l'obésité, peut-être? C'est ce que l'on entend. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'entre 2001 et 2010, on a une augmentation de 40% en France du nombre de personnes qui sont devenues diabétiques. Ces personnes-là, par rapport aux 10 années précédentes, elles n'ont pas mangé plus de sucre, elles n'ont pas diminué de façon sensible leur activité physique, c'est resté à peu près stable. Donc il se passe d'autres choses. Et parmi ces autres choses, eh bien, on pense que les perturbateurs endocriniens interviennent. Mais il y a tout un tas d'autres phénomènes, notamment au niveau du cancer. C'est-à-dire qu'on a une augmentation du cancer, pour donner juste un chiffre. Entre 2002 et 2010, chez la femme de moins de 40 ans, on a une augmentation du nombre de cancers, on est passé de 5,6 à 7% des femmes. Donc on est extrêmement inquiet là-dessus. On a une augmentation de l'incidence des cancers qui est tout à fait considérable. Parallèlement, on les soigne mieux, donc on a une mortalité qui diminue. Néanmoins, on est très inquiet. On est préoccupé par cette situation. L'assiette, ça veut dire même si on va sur son marché, même si on achète du bio, même si alors c'était des produits conventionnels, donc du poisson. Voilà, donc c'est des produits conventionnels. Il y avait quand même beaucoup de pesticides, et donc des résidus de pesticides, et donc bien entendu, si vous mangez bio, eh bien vous avez une diminution de l'apport en pesticides. En sachant une chose, c'est qu'on a beaucoup trop de substances, mais parallèlement, si vous voulez, le niveau de dangerosité des pesticides a aussi un petit peu baissé, c'est-à-dire qu'ils sont moins bioaccumulables. Les industriels ont fait des efforts dans ce sens-là, mais la situation reste très préoccupante, et je pense que les pouvoirs publics sont vraiment en train de prendre conscience de tout ça, puisque l'ANSES, l'agence actuellement, va lancer une étude là-dessus, et avec la nouvelle ministre de l'écologie, on a des espoirs. Elle sera plus à l'écoute. Un dernier mot, vous êtes également à l'origine de cette mobilisation et au final de l'interdiction du bisphénol, c'est ça? Voilà, alors c'est au niveau du réseau Environnement Santé. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que historiquement, étonnant, dans le sens positif, c'est que historiquement, surpris de votre succès? Non, mais historiquement, c'est la première fois que, si vous voulez, les parlementaires ont été sensibles à des propos qui étaient tenus sur le plan scientifique par une association et qui n'ont pas suivi les recommandations des agences sanitaires, qui étaient très en retrait vis-à-vis de ça, en disant on ne sait pas, il faut attendre, etc. Ils ont pris des bonnes décisions. Ça s'est passé exactement la même chose au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que la Commission européenne a décidé, à partir de mars 2011, qu'il n'y ait plus de biberons à base de bisphénol A dans toute l'Europe, alors que l'agence sanitaire européenne disait on peut attendre, etc., etc. Nous avons des études scientifiques très sérieuses là-dessus. Donc le poids des associations est tout à fait important, et des lanceurs d'alerte. Du Parlement a été positive. Tout à fait. On souhaite que pour le reste de l'assiette, pas seulement le contenant, mais le contenu, il y ait un effort de fait et qu'on vous entende au plus haut niveau. N'hésitez pas évidemment à nous solliciter, nous, médias. On va terminer ce journal avec un homme de télévision. Il était présent sur notre plateau tout à l'heure dans le cadre de Sortie Plein Sud. Si vous l'avez raté, il y aura des rediffusions de l'émission de Julien Lamoussière. Jean-Claude Bourré, ça dit forcément quelque chose aux plus ou moins anciens d'entre vous. Il est venu présenter sa BD sur la bête du Gévaudan. L'homme de télévision qu'il est encore un peu porte un jugement original sur ce média. On l'écoute.
les producteurs de télévision, les journalistes de télévision doivent s'adapter à ce nouveau média international qui fonctionne comme le cerveau d'un homme. Parce que les caméras, les micros sont des synapses qui relient les hommes les uns avec les autres. Et on le voit en permanence, même des gens qui sont très férus dans la communication. Si vous prenez le ministre de l'Intérieur, M. Hortefeux, il se fait piéger par un petit téléphone portable. Hein. On a tous un petit téléphone portable sur lequel il y a quoi? Eh bien, il y a une caméra, un appareil photo, un micro. Donc tout le monde devient acteur de la vie mondiale et on assiste à la réalisation sous nos yeux, en ce début de 21e siècle, du village global. S'il se passe la moindre chose, même dans un avion qui est en perdition, vous avez toujours 10 passagers qui sont en train de filmer ou qui téléphonent au sol en disant on va s'écraser, etc. On a des témoignages partout. Ça, c'est une révolution extraordinaire. Et hors micro, Jean-Claude Bourré m'a certifié que les ovnis étaient parmi nous. Ça y est, ils sont arrivés. Voilà. Il est spécialiste des ovnis, hein, vous le savez. Vous n'êtes pas penché sur la question des ovnis encore. Enfin, disons chacun dans son domaine. Scientifiquement, non. D'accord, chacun son domaine. Après ça, bon, voilà. Pas de commentaires. Merci beaucoup encore Laurent Chevalier d'être venu sur notre plateau. Merci à tous de votre fidélité de nous avoir suivis. Je rends l'antenne. Il est temps. Très bonne soirée à tous sur 7LTV.